Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari. Nous sommes dimanche 26 mai 2024. La situation dégradée de la situation sécuritaire dans la région de Tillabéri au centre ce matin d'une rencontre entre les ressortissants de cette région, de résidents ou de passage à Niamey, à l'appel du comité Union Tillabéri pour la sécurité, la paix et la cohésion sociale. Réfléchir ensemble sur cette situation qui se dégrade donc continuellement depuis quelque temps, mais aussi et surtout interpeller les autorités actuelles pour trouver des solutions à cette situation. Tel était entre autres objectif de cette rencontre, résumé ici pour nous par Adam Soumana et Sadou Doumi. Les filles et fils de la région de Tillabéri se retrouvent ainsi pour se pencher sur la situation sécuritaire dans leur zone à travers une conférence publique. En marge de cette dernière, un des organisateurs nous parle de l'objectif assigné à la présente rencontre. Échanger et partager avec eux la situation et aussi les écouter, attendre leurs propositions ou leurs propositions, si vous voulez, par rapport à cette situation. Donc en fait, c'est une conférence de presse à la fois pour donner des informations et également permettre à l'auditoire de dire son mot par rapport à ça. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les gens, ils parlent beaucoup. Souvent sans de bonnes informations, où ils critiquent, ils condamnent sans savoir ce qui se passe. C'est pour ça que nous avons jugé utile de tenir cette conférence de presse-là, leur donner la parole et au besoin leur répondre. Peut-être que souvent c'est par méconnaissance de ce qui se passe qu'ils posent certains actes. Au coordonnateur de l'Union Tillabéri de poursuivre en évoquant la situation dans plusieurs localités de la région. Il y a des villages qui se sont vidés de leur population il y a plus de 2 ou 3 ans. On le trouve dans la zone de la rive droite du fleuve, on le trouve vers Lanzrou, on le trouve vers Sanam. Un peu partout, il y a des gens qui ont quitté leur village sous la menace justement des terroristes. Je n'ai pas de statistiques sur moi, mais ce qui est sûr, il y a des déplacés internes nombreux qui sont là. Vous le savez, nous sommes un comité. Un comité n'a pas de solution, il a des propositions de solutions. Les solutions appartiennent à nos autorités, c'est à elles qui ont l'obligation, c'est leur devoir régalien, de sécuriser les populations et leurs biens. Donc nous ne pouvons faire que des propositions. Maintenant, la solution appartient au pouvoir public. Les autorités compétentes sont ainsi interpellées pour sécuriser les vaillantes populations en proie à l'insécurité et surtout leur permettre de s'adonner aux travaux champêtres. Fin de mandat du Niger à la tête de la présidence donc, du Conseil des ministres du CAMES. Le CAMES, c'est le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. Le Niger a occupé donc la présidence de ce Conseil des ministres pendant cette année et au cours de la rencontre ordinaire du CAMES tenue au Congo-Brazzaville, le Niger a passé le témoin à son homologue, donc le ministère nigérien donc, des enseignements supérieurs a passé le témoin à son homologue de la République plutôt du Congo. C'était au cours donc de la 41e session ordinaire du CAMES qui s'est tenue à Brazzaville. Le résumé avec Hassan Saleh Mustafa. Du 23 au 24 mai 2024, la capitale congolaise, Brazzaville, République du Congo, a accueilli les ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation technologique des pays membres du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES, à l'occasion de la 41e session ordinaire du Conseil des ministres, dont la cérémonie d'ouverture a été présidée par le Premier ministre congolais Anatole Koliné Makosso. Dans son allocution à l'ouverture des travaux, le Premier ministre congolais a parlé du rôle prépondérant du CAMES dans le développement des pays membres. Pour lui, le CAMES permet aux universités de se doter de chercheurs de haut niveau ainsi que de pédagogues confirmés. Prenant la parole à son tour, le ministre nigérien de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation technologique, professeur Mamadou Sédou, qui a assuré la présidence du Conseil des ministres jusqu'à cette session, a, au nom des autorités nigériennes, exprimé sa reconnaissance, mais aussi ses remerciements aux autorités congolaises avant de remettre le témoin à son homologue de la République du Congo. Permettez-moi également de transmettre le message de son Excellence le général de brigade Abraham Tchaki, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger, qui vous adresse ses chaleureuses salutations et vous félicite
valeur, d'autant plus qu'elle constitue une continuité de plus de 50 ans d'efforts depuis la création du CAMES. Les assises de Brazzaville ont permis aux participants de statuer sur le bon fonctionnement de l'institution. Faut-il le rappeler, la 40e session de la conférence des ministres a eu lieu à Niamey au Niger, où d'importantes résolutions ont été prises. La présente session est l'occasion non seulement de faire le point sur la mise en œuvre de ces résolutions, mais aussi de partir sur les succès opérés pour embrasser d'autres ambitions. Le plus important, c'est de croire en notre capacité à faire les choses autrement et mieux que ce qui a été déjà reçu et qui nous vient d'ailleurs. En effet, nous connaissons les réalités de nos contextes et nous sommes capables de transformer nos contraintes en opportunités et nos opportunités en force. Cependant, il est impossible de réaliser tout cela si nous restons chacun de son côté. Il n'est possible d'y arriver que si nous mettons tous nos efforts en synergie. Au terme des travaux, la délégation du CAMES a été reçue en audience par le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Elle est allée rendre compte au président Sassou des conclusions de la 41e session ordinaire du CAMES, mais également écouter ses conseils. Le président Sassou, un de nos meilleurs soutiens, a déclaré le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique du Niger, professeur Mamadou Seydou. Cette réunion du Conseil des ministres a été précédée par la réunion des experts tenue du 20 au 22. Créé en 1968 au Niger, le CAMES, qui compte 19 pays membres, ambitionne d'être une institution sous-régionale de référence en matière d'évaluation scientifique d'ici 2033. Deux reportages avant de refermer ce journal. Le premier porte sur les méthodes contraceptives auxquelles de plus en plus de femmes font recours dans le cadre de l'espacement des naissances. Il est signé Nasser Seydou et Ramatou Alfazazi. La contraception, c'est une méthode qui a pour but d'espacer les naissances ou d'arrêter carrément la procréation. Avant d'utiliser une méthode contraceptive, il faut au préalable se faire consulter par un spécialiste. Comme l'explique Dr Abdourahim Mohamed. Il y a d'abord les méthodes dites naturelles, donc qui ne consistent pas à la prise de médicaments. Donc ce sont des méthodes qui sont pratiquées par rapport à la vie sexuelle du couple. Donc là-dedans, on peut avoir plusieurs types. Il y a ce qu'on appelle le coït interrompu, donc qui consiste à ne pas éjaculer au niveau des voies génitales de la femme. En dehors de ça, il y a la méthode qui est basée sur ce qu'on appelle la glaire cervicale. Donc avant le rapport sexuel, la femme peut évaluer à travers un toucher l'aspect de la glaire cervicale. En fonction de son aspect, elle peut savoir si elle est dans sa période d'ovulation ou pas. Il y a en dehors de ça une méthode qui est basée sur des calculs pour créer des fenêtres et éviter les rapports sexuels pendant la période d'ovulation. Donc en dehors de ces méthodes dites naturelles, parmi lesquelles il y a ce qu'on appelle aussi la méthode MAMA, qui est basée sur l'allaitement maternel exclusif. Donc on considère chez certaines femmes, donc l'allaitement en elle-même constitue une méthode contraceptive. Donc en dehors de ça, il y a d'autres méthodes qui sont basées sur la prise de médicaments. Donc parmi lesquelles on a d'abord les pilules ostroprogestatives. En dehors de ça, il y a qui sont des ostroprogestatifs qui sont libérés par faible dose sur une longue période. C'est ça qu'on appelle les implants. Il y a aussi d'autres qui sont basés, c'est des injections, notamment le dépôt Provera. Donc c'est des injections périodiques qui sont trimestrielles. Il y a des patchs. En dehors de ça, on peut également avoir d'autres qui consistent juste à créer de barrières, donc notamment les préservatifs, que ce soit préservatif masculin ou féminin. Il y a aussi ce qu'on appelle le dispositif intra-utérin qui est le DUI, donc qui consiste à aller implanter dans l'utérus de la femme un matériel qui va rendre l'utérus impropre à la nidation. Donc il y a en dehors de ça d'autres méthodes qui consistent carrément à ligaturer les trompes de la femme. Donc si les trompes de la femme sont ligaturées, les spermatozoïdes ne peuvent pas passer jusqu'aux ovules. Sans quoi, les femmes adeptes de cette méthode
s'expose à plusieurs risques. Ce qui a été révélé à travers la littérature scientifique, c'est que ça peut favoriser souvent la survenue de kystes, souvent la survenue aussi de cancer, et dans certains cas, lorsque c'est prolongé, on peut même assister à une infertilité secondaire. Ce qu'il faut savoir, comme on l'avait dit tout à l'heure, c'est toujours de faire une évaluation préalable, un bilan préalable avec l'accompagnement d'un médecin pour bien choisir sa méthode contraceptive. Parce que si on ne le fait pas, on s'expose à des grands dangers, parce que pour certains cas, on va avoir des malaises chez la femme, notamment des céphalées, des vertiges, souvent des troubles des règles, ou même souvent des métrorragies de grande abondance, c'est-à-dire c'est des saignements à travers l'utérus auxquels on va assister, des douleurs souvent lombaires ou des polyarthralgies carrément auxquelles cela peut exposer la femme. Les méthodes de contraception ne peuvent être bénéfiques à leur utilisatrice sans les conseils d'un médecin. Voilà, le deuxième reportage que nous vous proposons, lui, porte sur le récurrent problème d'approvisionnement en eau potable auquel font face les populations, surtout en cette période de forte chaleur. Il est signé Nafissatou Yahaya. Selon les données du ministère nigérien de l'hydraulique et de l'assainissement en 2020, seulement 49% de la population urbaine bénéficie d'un service optimal d'eau potable contre 2% pour les populations rurales. Parmi cette population urbaine à Niamey, plusieurs quartiers font face à une pénurie d'eau, surtout pendant la période de forte chaleur. Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène à Niamey, selon Dr Younsa Hassan, géographe aménagiste. L'accès à l'eau potable, c'est traduit d'abord par une sorte d'écrit, si vous voulez, un modèle que vous voyez ici, à travers cette image autour du fleuve Niger. Au niveau de la ville de Niamey, surtout notamment au niveau du premier arrondissement communal, à partir du plateau, où le service d'eau a commencé avec la construction du premier château d'eau, vous avez dans cet espace le réseau qui est presque diffus. Vous savez, le réseau qui passe partout. Donc, ce qui fait que c'est comme si, au fur et à mesure que vous vous éloignez du fleuve, vous êtes en train de vous éloigner d'un meilleur accès à l'eau potable. Et le problème est lié à l'éloignement des infrastructures et équipements. À partir du mois de mars, les températures augmentent et provoquent une hausse de la demande d'au moins 20% en eau. Si vous regardez la production d'eau au cours de l'année par rapport à lien avec les températures, vous allez voir que dès que les températures commencent à augmenter, il y a une hausse des besoins en ville. Donc, ce qui fait que ceux qui se trouvent au niveau des périphéries, même l'eau qui est produite au niveau des usines de Goudel et Intra ne peut pas être refoulée. Autre facteur aussi qu'on peut expliquer, c'est lié vraiment à la croissance urbaine anarchique. Parce qu'on s'est trouvé dans une situation où, au moment où la ville grandissait, les infrastructures et équipements ne suivaient pas. Pour faire face à ce problème d'eau dans ces quartiers à Niamey, un modèle d'aménagement hydrique s'avère nécessaire, selon toujours Dr Younsa. La pénurie, c'est un facteur qui est socialement construit. C'est-à-dire, en fait, la pénurie, c'est surtout provoqué par les usages de l'eau. Donc, puisque c'est une mauvaise utilisation de l'eau, une mauvaise répartition de l'eau, par exemple, nous, au niveau du laboratoire, les réflexions que nous menons pour aider à améliorer, c'est d'essayer de trouver un modèle d'aménagement qui permet d'atténuer les souffrances de ces populations qui sont au niveau de ces troisième territoires qui est au niveau de la périphérie. Donc c'est un modèle sur lequel nous continuons à travailler, qu'on appelle le modèle du PESOL, qui essaie d'appréhender l'ensemble des services qu'on a dans la ville de Niamey afin de faire une répartition qui va permettre d'avoir un équilibre hydrique. Des efforts sont fournis par les autorités pour pallier ce problème d'eau. C'est pourquoi il appelle à la responsabilité de la population. Il faut reconnaître qu'il y a des efforts qui sont faits quand même avec la construction de la 4e filière au niveau de l'usine de Goudel qui a une capacité de 40 000 m3, donc qui a augmenté la capacité à l'échelle de la ville.
Donc il faut dire, puisque on dit que c'est vraiment un facteur qui est socialement construit, donc c'est provoqué par les usages de l'eau et les phases techniques aussi. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'échelle, à l'endroit de la population, c'est vraiment de les appeler à la responsabilité, à la sobriété, à utiliser l'eau avec parcimonie. Surtout ceux qui se trouvent, ceux qui sont proches des infrastructures. Il ne faut pas oublier que dans la journée, quand vous ouvrez vos robinets, vous les laissez ouverts, vous empêchez à ceux qui sont éloignés des infrastructures d'avoir de l'eau. Au Niger, moins d'un habitant sur deux a accès à l'eau potable. C'est pourquoi la gestion saine et durable de cette denrée est essentielle pour l'atteinte de l'objectif de développement durable d'ici 2030. Voilà, c'est sur ce reportage sur le problème d'accès à l'eau potable dans les centres urbains, la ville de Niamey notamment, que se referme cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur la télévision Labari. Bon début de semaine à toutes et à tous.